matin de me permettre de faire 2 réunions dans la journée. Merci Bruno. Dis-moi Bruno, heureusement que tu es un débutant, qu'est-ce que ça sera? Il va falloir qu'on fasse attention, hein? Bruno, je veux te dire mon amitié réelle. Je veux que tu sois porteur d'un message. Dans la République telle que je la conçois, on soutient les forces républicaines de sécurité. On est du côté des forces. Les citoyens n'ont pas peur de la police, n'ont pas peur de la gendarmerie. Et nous ne mettons pas sur le même plan les victimes et les coupables. Merci Philippe d'être ici. Philippe, je suis sensible à ta présence. Tu as dit des mots sur l'unité qui me touchent. Le spectacle qui a été donné par notre famille politique depuis 2 ans et demi est un spectacle humiliant, spécialement pour les militants de la Seine-Saint-Denis qui ne demandent rien, qui n'exigent rien, mais qui avaient le droit d'être respectés et de ne pas assister au déballage auquel nous avons assisté. Les choix n'ont pas été les mêmes entre vous deux. Mais moi, je veux vous dire une chose. Dans ma famille politique, je n'ai pas d'adversaire. Et je préfère être un peu aveugle, un peu sourd, plutôt que difficile. Parce que si j'ouvrais trop grand mes oreilles et trop grand mes yeux, ça serait pas bon pour la famille. C'est une responsabilité. La responsabilité de rassembler tout le monde parce qu'on aura besoin de tout le monde. Je le dis devant un certain nombre de mes amis ici, mais en lequel se trouve Valérie, qui portera notre drapeau, notre étendard aux élections régionales. Je suis sûr et qui nous apportera même succès. C'est que je vous demanderai de coordonner l'ensemble du combat pour les régionales. Voir Bernard Laporte ici. Bernard. Je me reconnais tellement dans ce tempérament qui te permet de dire ce que tu penses. Et même quand tu fais l'effort de ne pas dire ce que tu penses, ça se voit ce que tu penses. Merci à tous ceux qui sont ici. J'ai un clin d'œil particulièrement amical avec un vieux compagnon, puisqu'on a commencé ensemble, Éric. Et je sais que la vie n'est pas toujours facile. Mais ta place, elle est parmi nous. Et j'étais content que Philippe ait son place. On va dire un héros, un débat. Et je voudrais vous faire réfléchir à ça. Dans une famille, quand certains membres de la famille ont des bas, on les soutient, on les aide, on les encadre. Sinon, on n'est pas une famille. Sinon, on est une groupe, on est une bande, on est une secte. Nous, on est une famille. Et on est amis quand ça va bien, et on est amis quand ça va moins bien. Parce que sinon, c'est autre chose. Et quand les Français nous regardent, et qu'ils nous voient nous déchirer lamentablement, ils se disent ce qu'ils sont capables de faire entre eux, ils seraient capables de le faire à nous. C'est donc des buts que l'on marque contre notre propre camp, quand on n'est pas capable de se tenir, de s'aimer, de s'entraider et de s'additionner. Ça ne veut pas dire qu'on va tous penser la même chose, mais que l'envie d'être ensemble doit être plus importante que nos différences et nos divisions. D'ailleurs, il faut que je vous dise les choses simplement. À ma connaissance, il n'y a pas d'élection présidentielle en 2014. Il n'y en a pas en 2015. Il n'y en a pas en 2016. La question aujourd'hui n'est pas de savoir lequel d'entre nous ira. La question, c'est de reconstruire une famille politique digne de ce nom, avec un projet politique digne de ce nom,
La question, c'est celle du collectif et non pas des individus. Geoffroy, Nora, Édouard, si chacun d'entre nous, nous arrivons avec notre propre projet, regardant notre propre nombril, ne pensant qu'à nous, que deviendra la famille et que deviendra la France? La situation de la France est extrêmement préoccupante. Nous ne sommes pas malheureusement au sommet de la crise, nous sommes au début de la crise. Tout ce qu'il ne fallait pas faire, ils l'ont fait depuis 2 ans et demi. Nous nous trouvons dans une situation qui provoque de la colère, de la violence, parce que quand on sème le mensonge, on récolte la colère et la violence. Crise économique, crise sociale, crise politique. Espérons que demain, il n'y ait pas une crise financière. Voilà la situation qui est devant nous. Face à cela, notre responsabilité est immense. Je ne suis pas revenu dans la vie politique pour prendre une revanche. Quelle revanche voulez-vous que je prenne? Je m'appelle Sarkozy, Péchiza. J'ai commencé ici, il y a des témoins à l'Éric. J'étais au bout de la salle. J'avais 20 ans. J'étais pas militant, j'étais le dernier des militants. Et j'ai gravi tous les échelons, plutôt, sauté toutes les barrières. Ça n'a pas été simple. Mais la vie, la République, si j'avais imaginé que je deviendrais président de la République, jamais. Je l'espérais, je vous dise la vérité. Mais c'était tellement loin, quand du fond de la salle, je les voyais sur la tribune. Si vous saviez comme ça semblait loin, et en même temps, si vous saviez comme ça m'a paru court. Et donc, si je suis revenu, c'est parce qu'on a en nous la France. J'y peux rien. Les journalistes souvent me demandent, mais pendant 2 ans et demi, qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, ça ne vous date pas. Mais à vous, je vais vous dire la vérité. Je regardais, j'écoutais, et il y avait tant de choses que je ne comprenais pas. J'avais envie de parler, j'avais envie de m'expliquer. Je le dis devant Bernard, devant Nora, qui ont été des ministres qui m'ont fait honneur, et qui, surtout, ont compris qu'être ministre, c'est un honneur dans la vie. Et quand j'en voyais certains qui avaient eu l'honneur d'être au gouvernement de la France, et qui se plaignaient, qui n'étaient pas fiers, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Alors, au fond, comme je suis chrétien, de culture et de racines, parce que les racines chrétiennes de la France, c'est pas un choix politique, c'est une réalité. La France n'est pas que chrétienne, mais la France a des racines chrétiennes. Et quand on oublie ces racines, il semble qu'il y en a que j'ai fait souffrir. Rassurez-vous, je ne les ferai pas souffrir. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été dans mes gouvernements, qui le méritaient, et qui, eux, ont continué à se battre et pas à se plaindre. Mes chers amis, l'alternance, elle repose sur nos épaules, sur notre capacité à nous unir, notre capacité à trouver des idées nouvelles. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Je veux vous dire un mot du Front National. Ici, il y en a un certain nombre de nos électeurs qui ont été déçus, et je répondrai à vos questions, je m'en expliquerai. Qui ont été agacés, et je répondrai à vos questions, je m'en expliquerai. Mais mes chers amis, je veux vous dire bien en face une chose. Je n'ai aucune leçon à recevoir de Madame Le Pen, qui a servi sur un plateau l'élection de François Hollande. Elle est complice. Elle est complice de ce qui s'est passé et de ce qui se passe aujourd'hui. C'est elle et les dirigeants du Front National qui ont fait le succès de François Hollande. Ils ne viennent pas se plaindre aujourd'hui de la réalité. Moi, j'ai combattu François Hollande. Moi, j'ai combattu les socialistes. Moi, j'ai combattu les écologistes. Moi, j'ai combattu les communistes. Elle, Madame Le Pen, elle a été aux côtés, sans faiblir, sans faillir, de François Hollande. Au moment de la récolte des responsabilités, qu'elle récolte les siennes, et moi, les miennes. Je n'ai pas menti, je n'ai pas trahi. J'ai été à vos côtés, elle a été du côté de François Hollande. Ça, c'est la vérité. Ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire que je reproche à qui que ce soit d'avoir voté pour le Front National.
Parce que moi, quand on souffre, je ne reproche pas aux gens leur souffrance. Quand on a peur, je ne reproche pas aux gens leur peur. Et quand on n'est pas content, je ne reproche pas aux gens leur mécontentement. Mais ils doivent entendre la vérité. J'ajoute, je me demande encore, comment il peut se trouver un journaliste pour parler du Front National comme de l'extrême droite? Elle a le programme économique de M. Mélenchon. Ça lui plaît, l'extrême gauche. Je dis à nos électeurs, si vous voulez le programme de M. Mélenchon, votez pour le Front National. Elle n'est pas d'extrême droite, elle est d'extrême gauche. Si vous voulez le SMIC à 2 000 € et la retraite à 60 ans, votez pour Mme Le Pen. Parce qu'il y a un moment, mes chers amis, où la République, c'est de dire sa vérité. Je ne dis pas la vérité, mais c'est de dire sa vérité. Et cette vérité-là, elle est incontournable. Donc si nous ne nous rassemblons pas, et nous ne portons pas l'alternance, qui le fera? Je ne peux pas accepter l'idée que mon pays, le nôtre, la 5e puissance du monde, est à choisir entre l'humiliation d'aujourd'hui. On a bien compris ce qu'était la normalité. C'est le langage socialiste pour la médiocrité. C'est sûr. C'est plus facile de dire je suis normal que de dire je suis médiocre. Mais nous, on a compris. Et l'humiliation que serait pour nous l'isolement de la 5e puissance du monde dirigée par le Front National. Et c'est pour ça que toutes nos disputes, toutes nos divisions sont humiliantes et seraient honteuses par rapport aux risques que court notre pays aujourd'hui. Alors on m'a dit, ah mais tu as été président de la République, je sais. C'est pas de ton niveau revenir président de l'UMP. Ah bon? Qu'est-ce qui décide de ce qui est du niveau et de ce qui n'est pas du niveau? Qu'est-ce qui fixe les gens qui ont le droit de réfléchir et ceux qui ont le droit de parler? Qu'est-ce qui décide? On m'a dit, mais c'est curieux, tu parles de la France aux militants. Ah bon? Vous voulez que je leur parle de quoi? Et si le samedi matin, au lieu de se reposer en famille, au lieu d'aller faire des courses, au lieu de vous occuper de vos enfants, vous êtes ici, c'est parce que vous aimez plus la France que les autres. Parce que c'est plus que vous n'avez pas la République que les autres. C'est ma responsabilité, naturellement. Et je l'assumerai. Et je l'assumerai. Un mot avant de répondre à vos questions sur un sujet qui est celui du positionnement. C'est fantastique, la capacité de la société médiatique à réduire les choses, toujours aller voir par le petit bout de la lorgnette. Eh bien, vous allez revenir par la droite ou par le centre? Ça dépend, parce que vous êtes à ma droite, et quand vous regardez la tribune, vous êtes à gauche. C'est une question d'ordre. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je ne veux pas que la nouvelle formation que nous allons construire, plus large, plus grande, plus forte, s'adresse aux riches ou aux pauvres, aux campagnards ou aux citadins, à la droite ou à la gauche, aux instruits ou à ceux qui n'ont pas été à l'école. Je veux que ça soit la formation politique de la France et des Français qui portent la République comme ligne matrice de l'idéal qui est le nôtre. C'est ça que je veux. Et pourquoi je devrais m'en tenir simplement à ceux qui se droit, même jeunes? J'ai tout de suite vu qu'il y avait un truc qui ne marchait pas. Mais je ne veux pas que nous nous enfermions dans une division de la France en communautés, en castes. Je veux parler à tout le monde. Je veux que personne ne se sente exclu. Bien sûr qu'il va falloir que nous réduisions de manière assez drastique les dépenses de l'État et sans doute le nombre de fonctionnaires. Mais je ne veux pas que les fonctionnaires qui font leur travail se sentent exclus du message politique qui est le nôtre. Ce ne sont pas les fonctionnaires à qui nous en voulons. C'est le système que nous voulons changer. Ça n'a rien à voir. Lorsque Bruno parle de la famille, je me reconnais dans ce qu'il dit.
Mais moi, je ne veux pas qu'on reproche à qui que ce soit sa sexualité, parce que personne ne choisit sa sexualité. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, j'en ai plus qu'assez qu'on parle de la sexualité dans les débats publics. C'est une affaire privée qui doit le rester. Mais je ne veux pas qu'on exclue les gens. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, je fais des heures supplémentaires. J'ai fait des heures supplémentaires parce que je ne veux pas expliquer, je n'expliquerai jamais que s'il y a une crise, c'est parce qu'il y a des gens qui gagnent 1 200 € par mois. Parce que je ne crois pas que c'est vrai. Je pense d'ailleurs que le problème n'est pas avec ceux qui travaillent, le problème est avec ceux qui ne travaillent pas. La République, Philippe Oudéa va vous parler. Je veux être clair avec vous, et avant même que nous rédigions un projet, j'organiserai les débats nécessaires entre nous pour que nous nous mettions au clair sur les valeurs qui sont les nôtres. Moi, je pense une chose, c'est qu'il n'y a pas de république sans respect du droit de la propriété. Que la propriété n'est pas un vol. Quand on travaille toute sa vie, on a le droit d'être propriétaire de son pavillon de banlieue, de son appartement. On n'a volé personne. On a payé à la sueur de son front. Si on n'est pas capable de défendre cette idée, ce n'est pas une question de droite ou une question de gauche. Je veux aller même plus loin. Et je n'ai pas changé de ce point de vue-là. C'est consternant. Quand on a travaillé toute sa vie, qu'on a accumulé un patrimoine petit, moyen, ou même grand, si vous voulez, et que le rêve de sa vie, c'est de le transmettre à ses enfants, c'est qu'on est un bon citoyen républicain, plutôt que tout dépenser, tout jeter par la fenêtre, quand on accumule pour se dire, comme ça, mes enfants pourront faire des études que je n'ai pas faites, pour avoir un niveau de vie que je n'ai pas eu, c'est le sens de la vie quand même. On ne va pas leur reprocher à ces gens-là d'avoir fait ça. Je reste là, cher Philippe Gerbelot, avec mes propres amis. Je ne crois pas que dans un pays où il y a en vérité 3 impôts sur le revenu, l'IRPP, impôt progressif sur le revenu, la CSG, impôt proportionnel sur le revenu, la taxe d'habitation, qu'est-ce que c'est si ce n'est une forme d'impôt, de contribution sur le revenu? Ce que je veux dire par là, c'est que l'impôt sur les successions n'est pas un instrument de la redistribution et de la justice. Parce que quand on a travaillé toute sa vie, qu'on a gagné de quoi avoir un patrimoine, ces impôts on les a payés, on n'a pas besoin de donner à l'État en plus au moment où on transmet à ses enfants le fruit du travail. La vraie justice, c'est que celui qui n'a pas hérité puisse, grâce à son travail, dans le cadre de la République française, laisser à ses enfants un jour un patrimoine en héritage. Et l'injustice, c'est que celui qui a travaillé toute sa vie ne puisse pas laisser le produit d'une vie de travail à ses enfants. Voilà ce que je pense. Il y a d'autres exemples à l'école. L'égalité. Ce n'est pas que le professeur donne le même temps à chacun des enfants dans la classe, c'est que le professeur donne à chacun le temps dont il a besoin. Il y a certains de nos enfants qui n'ont pas besoin d'avoir des petits cours ou un professeur qui, à la fin de la classe, vienne leur expliquer ce qu'ils n'ont pas compris en classe. Il y a en revanche certains de nos enfants, pour des raisons personnelles, culturelles, sociales, ce que vous voulez, qui ont besoin de davantage d'attention. On est juste dans la République quand on donne plus à celui qui a moins, et non pas quand on coupe les heures de travail d'un professeur exactement à égalité entre des enfants qui ne sont pas les mêmes, qui ne se ressemblent pas et qui n'ont pas les mêmes besoins. L'égalité, ce n'est pas le nivellement. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, on s'étonne que les jeunes veulent partir. Pas simplement les jeunes de familles aisées. Que des jeunes partent à l'étranger, ça me va tout à fait. Mais ce qui est insupportable, c'est qu'ils partent parce qu'ils se disent qu'en France, ils ne pourront plus réussir. La question n'est pas de savoir quel contrat ou quelle mesure faire pour eux. La question, et je veux que nous ayons ce débat, elle est sur la légitimité de la récompense, sur la réalité du mérite, sur la justice du classement, sur la nécessité d'avoir des notes. Nous n'aurons pas la même vie, nous n'aurons pas le même salaire, nous n'aurons pas la même maison, nous n'aurons pas le même appartement. Il y a des gens qui sont hyperactifs. J'en connais. Il y en a d'autres
qui sont contemplatifs. J'en connais moins. Il y en a qui aiment prendre des risques, d'autres moins. Il y en a qui sont manuels, il y en a qui sont intellectuels. Il y en a qui veulent investir, qui ont la bosse du commerce, qui veulent créer leur entreprise, leur commerce, leur restaurant. Il y en a d'autres dont le rêve, c'est d'avoir un statut. Le sens de la vie, de la société dans laquelle nous voulons vivre, de la République française, c'est que chacun de vos enfants ne soit pas comme l'État ou la société voudrait qu'il soit, mais soit comme ils sont eux-mêmes et qu'ils aillent au bout des possibilités qui sont les leurs, qui ne sont pas celles de leurs parents et encore moins celles de l'État ou celles de la société. Regardez vos enfants. Regardez vos enfants. De ce côté-là, j'ai un bilan aussi. Hein. Avec le même sang, la même éducation. Ils ne vous ressemblent pas, ils sont ce qu'ils sont. C'est d'ailleurs le miracle de la vie. Ils ont leur particularisme, leur singularité. Ils sont des individus à part entière, indépendants de vous. Alors imaginez dans une société. Donc je veux qu'on puisse parler de la réussite. Je veux qu'on puisse parler de l'ambition. L'argent, la question de gagner plus, n'est pas un sujet tabou. J'ai toujours pensé que ceux qui ne parlaient que d'argent, et ceux qui détestaient l'argent, c'était les mêmes. C'est une névrose. Regardez, François Hollande, pendant la campagne, il disait « j'aime pas les riches ». Et maintenant, on a compris qu'il n'aimait pas les pauvres non plus. On fait même personne. Quelle drôle d'idée. Ça vous viendrait à l'idée, vous, de dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand quelqu'un a travaillé dur, j'admire ce qu'il a fait. Je regarde ce qu'il a fait. Je veux d'ailleurs vous dire une chose, que dans la République, je n'avais pas du tout l'intention de vous parler de ça, mais bon, ça vient comme ça. Ça me fait plaisir de partager avec vous. Je veux dire que dans la République qui est la nôtre, je déteste cette religion de la transparence absolue, qui ne joue que sur les sentiments les plus bas de la société, la jalousie, l'envie, la dénonciation, la détestation. Voilà où ça nous amène. Faire croire que tout est truqué, que tout est moche, que tout est laid, que tout est bas, que tout est mensonge. Je n'aime pas cette conception de la République. Parce que la République, elle reconnaît, chère Valérie, à chacun d'entre nous, ses petits et ses grands secrets. Elle reconnaît le mystère de la vie. Je vois déjà le procès qui va être fait. Entre la dissimulation et le mensonge et cette transparence absolue qui vise à détruire tout ce à quoi vous croyez, qui consiste à montrer aux plus jeunes que tout est moche, qu'on ne peut faire confiance en personne, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à la destruction de la République et de la démocratie. Voilà ce que je pense. Et enfin, je le dis d'ailleurs, je ne suis plus parlementaire, je ne redeviendrai pas parlementaire, c'est sûr. Je le dis d'ailleurs à mes amis élus qui sont ici. Et je le dis devant vous. Moi, j'ai toujours respecté celui qui avait le courage de s'engager et de se présenter aux élections. Je l'ai respecté, qu'il soit élu ou qu'il soit battu. Et je les ai même respectés quand il n'avait pas mes idées. Parce que pour moi, celui qui a le courage de s'engager, il sera toujours plus respectable que celui qui reste assis, les bras croisés sur sa chaise, en regardant l'autre aller au combat. Voilà ce que je pense. Je ne vais pas changer. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous ouvrez la télévision et vous avez la catégorie que j'aime le moins, les experts. Parce que si l'expert il était si bon que ça, il deviendrait un acteur. Pas un expert. Ça consiste à parler pour les autres de ce qu'il aurait fallu faire et que l'autre n'a pas fait, mais que soi-même on s'est bien abstenu de faire. Moi, je le sens de la famille des responsables politiques qui s'engagent. Et puis, mes chers amis, et je terminerai par ça avant de répondre à vos questions, je sais bien que la question de la crédibilité de la parole politique est en cause. De nous tous. Comment on répond à ça? De deux façons, me semble-t-il. D'abord en bannissant le mensonge. Je n'aime pas le mensonge. Ou j'en ai fait des erreurs dans ma vie.
et notamment celle parfois d'être trop franc. J'aurais dû m'abstenir. Mais j'y peux rien. Même quand je ne dis pas exactement ce que je pense, comme Bernard, ça se voit. Et les Français, pour moi, sont capables d'écouter, d'entendre un discours, y compris lorsqu'il n'est pas facile, à la condition, c'est que celui qui le prononce, les gens pensent qu'il le croit, ce qu'il dit. Ce n'est pas la vérité, il y en a plusieurs, je vois très bien qu'il y a plusieurs vérités. Mais refuser obstinément le mensonge. Et accepter dans notre famille politique, c'est ma deuxième préconisation, qu'on débatte des véritables questions, et non pas des questions qui n'intéressent personne. Il va falloir aller au bout de certains de nos débats. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Allemagne? Parce qu'on ne peut pas dire ce que sera l'avenir de l'Europe si on ne décide pas entre nous du choix de notre partenariat avec les Allemands, qui sont notre premier client, notre premier fournisseur. Au moment des européennes, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on ne disait rien. Parce qu'on ne comprenait pas où on voulait aller. On veut diverger avec l'Allemagne, on veut converger. Je veux qu'on parle des institutions de la République. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a trop de parlementaires ou pas? Dans un pays de 65 millions d'habitants, nous devons avoir ce débat entre nous. Qu'est-ce qu'on fait avec l'administration quand on a le sentiment que les politiques font une politique et que l'administration en applique une autre? Est-ce qu'il n'est pas temps de se poser la question du changement de couleur politique aussi des directeurs d'administration centrale plutôt que l'hypocrisie qui est le système actuel? Je veux que nous ayons ces débats entre nous. Ce sont des débats nobles. Je souhaite que nous allions plus loin dans des questions extraordinairement difficiles, mais que je veux évoquer devant vous, sur l'immigration. Je sais d'où je viens, et je connais la géographie. La France s'est toujours construite sur la mixité, sur le métissage. Je suis l'enfant de ce métissage. Et je sais bien que les sociétés n'ont jamais décliné par le métissage, mais par la consanguinité. Mais il y a une question qu'il va falloir poser maintenant. Est-ce qu'on peut continuer l'accueil de nouveaux étrangers alors que notre système d'intégration est un échec complet, colossal et incontestable? Est-ce qu'il ne faut pas mobiliser toutes nos forces pour intégrer avant d'organiser une immigration continue que plus personne ne peut maîtriser aujourd'hui? Ce n'est pas un sujet simple. Nous devons traiter ce sujet en pensant qu'il s'agit d'êtres humains. Mais je dénie à quiconque le droit de nous interdire d'en parler. Intégration ou immigration, c'est un sujet. Je veux aller plus loin avec vous. Tout le monde se rassemble sur le mot intégration. Plus personne ne sait ce que ça veut dire. Je veux que nous ayons un débat dessus. On fait l'intégration, on va à l'assimilation. C'est un sujet, je vais expliquer la différence. Parce qu'on a fait croire à des gens qui pouvaient devenir juridiquement français en restant exactement ce qu'ils étaient. Pour moi, devenir français, c'est parler le français, accepter la culture française, reconnaître le mode de vie français et s'exprimer dans le cadre de la République française. Ce n'est exclure personne. Simplement demander à chacun ce que disaient Philippe et Bruno. Depuis 20 ans, je n'entends dire qu'une chose. Qu'est-ce que la République est prête à faire pour moi? Moi, je veux demander à chacun, qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour la République maintenant? Quand je tiens ce discours ici en Seine-Saint-Denis, je le tiens aussi pour nos compatriotes qui ont d'autres origines et qui ont toute leur place avec nous. Je vous rappelle, qui a nommé pour la première fois garde des Sceaux Rachida Dati? J'avais une idée dans la tête. Qui a demandé à Ramaya d'intégrer le gouvernement de la France? J'avais une idée quand je l'ai fait. Cette idée-là, c'était de rassembler pour que tout d'un coup, quelles que soient vos origines, que vos parents soient marocains, algériens, le mien est hongrois, que vous soyez né à Dakar ou que vous soyez né à Paris, vous disiez, quand je regarde le gouvernement de la République, il y a des gens qui me ressemblent et des gens qui me parlent. Ce n'est pas refusé, ce n'est pas du communautarisme, ça.
C'est tout le contraire. Le communautarisme, c'est chacun dans sa communauté. Dans la République, il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Mais faut-il encore que la communauté nationale ait le visage de la communauté nationale d'aujourd'hui, pas du 19e siècle. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que souvent, mais elle est très belle cette salle, qu'est-ce que tu lui reproches? D'ailleurs la salle, ça m'est égal, moi ce qui compte c'est les gens. Parce que la salle... C'est difficile de discuter avec une salle. Je n'aime pas le communautarisme. Je vous le dis comme je le pense, quand un juif de France est attaqué, insulté, blessé, bousculé, c'est pas le problème de la communauté juive de France, c'est le problème de la communauté nationale, parce que l'antisémitisme, c'est une tache sur le drapeau tricolore. On fait un amalgame scandaleux avec nos compatriotes musulmans de France. On insulte la République française. Ce n'est pas le problème de la communauté musulmane de France. Parce que pour moi, il y a une communauté. Mais, et dans l'équipe qui dirigera notre famille politique, il faudra aussi qu'on accepte ça. On m'a reproché l'ouverture, souvent on me pose cette question. La quasi-totalité m'ont trahi. À quelques exceptions près, c'est d'ailleurs pas les seuls, si j'en juge par l'actualité, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il faut regarder loin. Mais l'idée que vous ressembliez à la France, l'idée que tous, vous vous disiez, je vais venir avec eux, parce que ça veut dire que l'ouvrier pourra parler avec l'ingénieur, que la femme de parents italiens, j'en connais une, pourra discuter avec le beurre ou l'Africain venu en France. L'idée que le bac plus 18, plus discuter avec le manuel. L'idée que l'ouvrier et l'ingénieur puissent partager en même temps la même discussion. C'est ça la formation politique que je veux faire. Je veux pas tous les mêmes. Enfin bon, je sais bien, j'ai toute ma vie des collaborateurs quand il a fait l'ENA et Polytechnique. Quand il a fait pas Polytechnique, je disais, mais vous avez une maladie de jeunesse, il y a eu un problème grave dans la famille. Donc, c'est la France dans sa diversité. Mais nous devons parler franchement à chacun. Nous ne pouvons pas accepter tous les comportements. Il y a des choses qui ne se font pas. Le problème de l'insécurité, le problème de l'immigration sans contrôle. C'est pas une question de racisme, c'est pas une question d'autoritarisme, c'est une question de république. Et c'est toujours suspect quand les gens refusent de parler d'un sujet. Dans un couple, quand on arrête de parler, 10 ans après on se réveille et on a des problèmes. Quand on parle, on évite des problèmes. Ben, dans la société française, je souhaite que la formation politique qui est la nôtre accepte de parler, porte un diagnostic, et une fois que le diagnostic est posé, apporte ses propres réponses. Je vous remercie. Posez-moi des questions.